Salut les amis pêcheurs, on vous a toujours dit que la tresse, c'est le top du top. Zéro élasticité, sensibilité maximale, contact direct avec le leurre. La totale. Mais si je vous disais qu'en hiver, cette fameuse tresse est peut-être la raison principale de vos capots? Oui, vous avez bien entendu. Cet outil en qui vous avez une confiance aveugle pourrait bien être votre pire ennemi quand le thermomètre passe sous zéro. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur du problème. On va décortiquer pourquoi votre fil tressé vous trahit dans le froid. Et je vous promets qu'à la fin, vous regarderez votre moulinet d'un autre œil et vous comprendrez pourquoi ce détail technique change absolument tout. Alors, question pour commencer. Vous êtes de ceux qui jurent par la tresse, même par 0 degré. Dites-le en commentaire, on en reparle à la fin. Il faut se l'avouer, la tresse a révolutionné la pêche au leurre. C'est devenu une sorte de dogme. On achète une canne, un moulinet, et on met de la tresse. C'est presque automatique. On s'est habitué à cette sensibilité incroyable, ce contact permanent. Et du coup, on garde les mêmes habitudes toute l'année. L'hiver arrive, on met une veste plus chaude, des gants, un bonnet, mais notre matériel, lui, reste souvent le même. On part du principe que s'il est bon en été, il sera bon en hiver. Et c'est là que l'erreur commence. Parce que l'hiver, les règles du jeu changent radicalement. Les poissons sont plus lents, plus méfiants. Les touches sont souvent extrêmement subtiles, à peine perceptibles. Chaque petit détail de votre montage a une importance capitale. Et le premier de ces détails, celui qui relie tout, c'est votre ligne. C'est le moment de se demander si nos certitudes sont toujours valables. Commençons par le commencement, le mythe de la sensibilité universelle. Oui, sur le papier, et dans des conditions normales, la tresse est le fil le plus sensible car elle est quasiment inélastique. La moindre vibration au bout de la ligne est transmise directement à la canne. C'est un fait. On ressent le fond, le moindre obstacle, la plus petite touche. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Mais cette propriété n'existe que si la ligne est parfaitement souple et libre de ses mouvements. Imaginez que vous teniez une ficelle très fine. Si quelqu'un la chatouille au bout, vous le sentez. Maintenant, imaginez que cette ficelle est gelée et rigide comme un fil de fer. La sensation ne sera plus du tout la même, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe pour votre tresse en hiver. On va voir que cette sensibilité, qui est son plus grand atout, devient son plus grand défaut, car elle disparaît complètement quand les conditions se durcissent. Pour comprendre pourquoi la tresse gèle, il faut comprendre sa structure. Contrairement au nylon ou au fluorocarbone qui sont des monofilaments pleins et lisses, la tresse est, tressée. Elle est composée de plusieurs brins, souvent 4 ou 8, de fibres de polyéthylène ou d'inéma. Et peu importe la qualité du tressage, il y a toujours des micro-espaces entre ces fibres. Quand vous pêchez, votre ligne passe son temps dans l'eau. Ces micro-espaces se gorgent d'eau, par capillarité. C'est un peu comme une éponge ou une corde en coton. Elle absorbe une petite quantité d'eau à chaque lancer, à chaque récupération. En été, ça n'a aucune importance. Mais quand la température de l'air est négative, cette eau emprisonnée au cœur même des fibres de votre ligne va devenir votre pire cauchemar. C'est un processus physique inévitable et c'est la source de tous les problèmes qui vont suivre. Maintenant, visualisons le processus de congélation, étape par étape. Vous arrivez au bord de l'eau, il fait -2 degrés. Vous faites votre premier lancer. Votre tresse, encore sèche sur le moulinet, se comporte normalement. Mais dès qu'elle touche l'eau, qui est peut-être à 3 ou 4 degrés, elle commence son travail d'éponge. Vous ramenez votre leurre. La tresse sort de l'eau et entre en contact avec l'air glacial. Les micro-gouttelettes d'eau piégées entre les brins commencent à geler instantanément. Au début, c'est discret. Mais lancé après lancé, la quantité de glace accumulée augmente. Votre belle tresse souple et soyeuse se transforme progressivement en un câble rigide, cassant, couvert d'une fine pellicule de glace. Ce n'est plus un fil de pêche, c'est un fil de fer barbelé de glace. Et ce n'est pas juste un petit désagrément, c'est une transformation complète qui va affecter chaque aspect de votre pêche. Le premier problème, le plus évident, c'est celui que tout le monde connaît. La glace dans les anneaux. La tresse gelée passe dans les anneaux de votre canne et y dépose de la glace. Au bout de quelques lancers, un véritable glaçon se forme, surtout sur l'anneau de Sion, qui est le plus petit. Le diamètre de passage se réduit. Votre ligne frotte, ça gratte, ça fait du bruit.
Vous perdez en distance de lancer et vous devez vous arrêter toutes les 5 minutes pour casser cette glace avec vos doigts gelés. C'est une perte de temps de pêche monumentale. Pensez-y. Pendant que vous êtes en train de vous battre avec vos anneaux, votre leurre n'est pas dans l'eau. Et en hiver, chaque minute compte. Cette frustration constante vous déconcentre. Vous n'êtes plus focalisé sur votre pêche, sur la détection des touches, mais sur un problème mécanique stupide qui pourrait être évité. C'est le premier signe que votre matériel n'est pas adapté. Mais le problème ne s'arrête pas aux anneaux. C'est bien pire que ça. Pensez à ce qui se passe sur votre moulinet. Après chaque récupération, vous enroulez une tresse humide et glacée sur la bobine. Les spires se collent les unes aux autres à cause du gel. Au bout d'un moment, la partie supérieure de votre bobine devient un bloc de glace compact. La tresse n'est plus libre. Quand vous voudrez relancer, au lieu de se dévider fluidement, les spires vont s'arracher de ce bloc gelé. Cela crée une friction énorme, des à-coups, et parfois même des perruques monstrueuses dès le début du lancer. Votre lancer devient imprécis, et surtout, il perd énormément en distance. Vous visez une cassure à 40 mètres, mais votre leurre tombe à 25 mètres, simplement parce que votre ligne est littéralement collée sur elle-même. C'est un problème dont on parle moins, mais il est tout aussi pénalisant que les anneaux gelés. Parlons maintenant de ce que j'appelle l'effet ressort de la glace. Quand votre tresse gelée se dévide enfin de la bobine, elle a gardé la mémoire de sa forme enroulée. Parce qu'elle est rigide, elle ne se détend pas. Elle sort du moulinet en formant des spirales, comme un vieux fil de téléphone fixe. Imaginez l'impact sur la présentation de votre leurre. Vous essayez de pêcher en finesse, avec une petite tête plombée de 3 grammes qui doit descendre lentement dans la couche d'eau. Mais au lieu d'avoir une ligne droite entre votre sion et le leurre, vous avez ce ressort qui flotte entre deux eaux. La descente du leurre n'est plus naturelle, elle est freinée, amortie par la rigidité de la ligne. Le poisson voit arriver un leurre qui se comporte bizarrement, suspendu à un fil rigide. C'est tout sauf naturel et attractif, surtout pour des poissons éduqués et méfiants comme le sandre ou la perche en hiver. C'est ici qu'on touche au cœur du problème, le point le plus important, l'anéantissement de la sensibilité. C'est le grand paradoxe. On a choisi la tresse pour sa sensibilité, et c'est le gel qui la détruit complètement. Une ligne rigide, gelée, ne peut pas transmettre correctement les vibrations subtiles. Reprenez l'image de la ficelle tendue. Si elle est souple, la moindre vibration se propage. Si elle est raide comme une barre de fer, les petites vibrations sont absorbées par la rigidité de la structure. Une touche hivernale, c'est souvent un simple toc à peine perceptible, ou juste un léger alourdissement de la ligne. Avec une tresse gelée qui gratte dans les anneaux et qui forme un ressort, vous n'avez absolument aucune chance de ressentir ça. Vous pêchez littéralement à l'aveugle. Vous pourriez avoir des dizaines de touches subtiles dans la journée, vous ne les sentiriez jamais. Votre meilleur atout s'est transformé en un mur entre vous et le poisson. L'impact sur l'action du leurre est tout aussi catastrophique. Pensez à une pêche en drop shot ou à une animation minimaliste d'un shad sur le fond. Ces pêches demandent de la finesse et un contact direct pour que la moindre sollicitation du sion se transmette au leurre. Avec une tresse raide comme un piquet, c'est impossible. Le ventre, formé par la ligne gelée, absorbe toutes vos animations. Vous pensez faire frétiller votre leurre sur place, mais en réalité, vous ne faites que tendre et détendre ce grand ressort de glace. Le leurre reste probablement inerte au fond, ou bouge de manière saccadée et non naturelle. C'est comme essayer de diriger une marionnette avec des barres de fer à la place des fils. Vous perdez toute la subtilité et la précision qui sont cruciales pour déclencher une attaque en hiver. Votre leurre a beau être le meilleur du monde, si la ligne le bride, il ne pêchera pas. Et la distance de lancer, parlons-en sérieusement. En hiver, les poissons sont souvent regroupés sur des zones très précises, un trou plus profond, une structure immergée, une fosse. Il est souvent nécessaire de pouvoir lancer loin et précisément pour atteindre ces postes. Mais comme on l'a vu, la tresse gelée ruine vos distances de lancer. La friction de la ligne glacée qui passe dans des anneaux eux-mêmes obstrués par la glace agit comme un frein surpuissant. Un lancer qui part à 60 mètres en été arrivera péniblement à 30 ou 35 mètres. C'est la double peine. Non seulement vous ne pêchez pas bien, mais en plus, vous ne pouvez même pas atteindre les zones où se trouvent là les poissons actifs.
Vous vous retrouvez à pêcher dans des zones de bordure vides, simplement parce que votre matériel vous empêche d'aller plus loin. C'est incroyablement frustrant et c'est une cause directe de capot. Ajoutons un autre fléau à cette liste déjà longue, les perruques et les nœuds de vent. Le fameux wind knot. En hiver, on a souvent les mains froides, on est moins adroit. Une tresse raidie par le gel a une fâcheuse tendance à faire des boucles et à s'emmêler, surtout en cas de vent. Une petite seconde d'inattention au lancer, une bannière pas assez tendue à la récupération, et c'est le drame. Vous vous retrouvez avec un sac de nœuds inextricable. Et essayer de défaire une perruque sur une tresse glacée avec des doigts engourdis par le froid, c'est une épreuve de patience que peu de gens peuvent supporter. On finit souvent par couper, refaire tout le montage et perdre encore un temps précieux. Le risque de perruque est démultiplié par rapport à une pêche en conditions normales. Chaque lancer devient une prise de risque. On pense souvent que la tresse est très résistante à l'abrasion. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais une tresse gelée devient cassante. Les fibres gorgées de glace perdent une grande partie de leur souplesse et de leur résistance. Imaginez plier un brin de plastique souple. Il résiste. Maintenant, gelez-le. Il va casser net. C'est un peu le même phénomène. Une tresse gelée qui frotte sur un rocher ou une branche sera beaucoup plus fragile qu'une tresse souple. J'ai même vu des casses au lancer, simplement à cause du choc et de la tension sur une ligne rendue cassante par le gel. Vous pensez être en sécurité avec votre tresse de 12 kg de résistance, mais en réalité, elle pourrait casser sur un ferrage un peu appuyé ou sur le rush d'un joli poisson. C'est une fausse sécurité qui peut vous coûter le poisson de votre journée. Voici un autre piège vicieux, les fausses touches. Votre tresse est couverte de petits cristaux de glace. Quand vous ramenez, cette ligne rugueuse passe dans les anneaux. Parfois, un petit morceau de glace se détache de la ligne ou tape contre un anneau. Ce petit choc sec crée une vibration qui remonte jusqu'à votre main. Et cette vibration ressemble à s'y méprendre à une petite touche de perche ou à un cendre tatillon. Toc. Instinctivement, vous ferrez, dans le vide. Vous vous faites avoir une fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, vous ne savez plus ce que vous ressentez. Vous perdez confiance en vos sensations. Et le jour où la vraie touche subtile arrivera, vous hésiterez, pensant que c'est encore un bout de glace. C'est mentalement épuisant et ça vous fait douter de tout, vous empêchant de pêcher sereinement et de ferrer au bon moment. Mettons-nous en situation. C'est le lever du jour, il fait -4, tout est blanc de givre. Vous êtes posté sur un spot que vous savez prometteur pour le cendre. Vous lancez votre shad monté sur une tête de 7 grammes. Votre tresse gèle presque instantanément. Vous essayez de faire une animation très lente, en traction, en laissant le leurre reprendre contact avec le fond. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sous l'eau? Votre ligne forme une grande banane rigide. Quand vous levez la canne, vous ne décollez pas le leurre, vous tendez juste la ligne. Le leurre ne bouge pas. Puis d'un coup, la tension est trop forte, et le leurre fait un bond d'1 mètre, pas naturel du tout. Ensuite, il redescend, mais freiné par la ligne. Vous n'avez aucun contrôle. Vous pensez pêcher juste, mais en réalité, votre animation est un désastre. Et le cendre, posté juste à côté, regarde ce truc se comporter n'importe comment et n'a aucune envie de l'attaquer. Alors, vous allez me dire, mais il existe des tresses spéciales pour l'hiver. Oui, c'est vrai. Les fabricants ont bien identifié le problème. Ils proposent des tresses avec un revêtement, un coating, qui est censé être hydrophobe et empêcher l'eau de pénétrer entre les fibres. Et il faut être honnête, ça aide. Un peu. Surtout au début de la session de pêche. Ce revêtement limite l'absorption d'eau et donc la formation de glace. Mais ce n'est pas une solution miracle. Au bout d'1 heure ou 2 de pêche, le revêtement commence à s'user à force de frotter dans les anneaux et sur les obstacles. Et le processus de congélation recommence, peut-être un peu plus lentement, mais il recommence. C'est mieux que rien, mais ça ne résout pas le problème fondamental de la structure même de la tresse. C'est un pansement sur une jambe de bois, ça soulage, mais ça ne guérit pas. Face à ce constat, quelle est la véritable alternative? La solution la plus évidente et la plus efficace est le fluorocarbone utilisé en corps de ligne. Le fluorocarbone est un monofilament dense et complètement imperméable. Il n'absorbe pas une seule goutte d'eau. Par conséquent,
Il ne peut tout simplement pas geler. Même par moins 10 degrés, il gardera exactement la même souplesse et les mêmes propriétés que par plus 20 degrés. Fini la glace dans les anneaux, fini la bobine qui se transforme en glaçon, fini l'effet ressort. Votre ligne reste parfaitement fluide et souple. Vous retrouvez une glisse parfaite, des distances de lancer optimales et une présentation naturelle de votre leurre. C'est un changement radical. Vous ne vous battez plus contre votre matériel, vous pouvez enfin vous concentrer à 100% sur la pêche. Je vous entends déjà dire, le fluoro en corps de ligne, ça fait des perruques, ça a de la mémoire, ça se lance mal. C'était peut-être vrai il y a 15 ans, mais les technologies ont énormément évolué. Les fluorocarbones modernes conçus pour être utilisés en corps de ligne sont beaucoup plus souples et maniables que leurs ancêtres. Bien sûr, ça demande une petite adaptation. Il faut bien remplir son moulinet, mais pas trop. Utiliser un spray lubrifiant pour ligne peut aussi grandement améliorer la glisse. Et surtout, il faut choisir un diamètre raisonnable. Un fluoro de 25 ou 28 centièmes est déjà très résistant et se comportera très bien sur un moulinet de taille 2500 ou 3000. Les petits inconvénients de prise en main sont, à mon avis, très largement compensés par les avantages gigantesques qu'il procure par tant de gel. Et n'oublions pas l'autre alternative, le bon vieux nylon. On a tendance à le mépriser, à le considérer comme une technologie dépassée. C'est une erreur. Les nylons modernes, souvent appelés copolymères, n'ont plus rien à voir avec les fils élastiques et pleins de mémoire d'autrefois. Ils ont une élasticité très réduite, une bonne résistance à l'abrasion et, comme le fluorocarbone, ils n'absorbent quasiment pas d'eau. Ils ne gèlent donc pas. C'est une option extrêmement fiable et, en plus, très économique. Pour des pêches hivernales où l'on gratte lentement le fond, la très légère élasticité résiduelle du nylon peut même être un atout. Elle peut absorber une animation un peu trop brusque et donner un mouvement plus naturel au leurre. C'est une option à ne surtout pas négliger, qui vous surprendra par son efficacité. Revenons à la question cruciale, la sensibilité. On a établi qu'une tresse gelée n'est plus sensible. Mais qu'en est-il de la comparaison avec le fluoro ou le nylon? Un bon fluorocarbone, de par sa densité, est un excellent conducteur de vibrations. Il est moins sensible qu'une tresse souple en été, c'est certain. Mais il est infiniment plus sensible qu'une tresse gelée en hiver. Avec un fluoro, vous sentirez de nouveau le fond, les cailloux et surtout les touches. Pareil pour un nylon de bonne qualité. La transmission de l'information est directe et fiable. La conclusion est sans appel. Dans des conditions de gel, vous sentirez beaucoup plus de touches avec un corps de ligne en fluorocarbone ou en nylon qu'avec une tresse. C'est un retournement de situation complet par rapport aux croyances habituelles. Le meilleur moyen de vous en convaincre, c'est de faire le test vous-même. La prochaine fois qu'une journée de grand froid s'annonce, préparez 2 cannes identiques. Sur une, votre tresse habituelle. Sur l'autre, montez une bobine garnie de fluorocarbone en 25 centièmes et pêchez 1 heure avec l'une, puis 1 heure avec l'autre. La différence va vous sauter aux yeux. Vous allez passer d'une pêche laborieuse, pleine de frustration et de problèmes techniques avec la tresse, à une pêche fluide, agréable et précise avec le fluorocarbone. Rien que le confort d'utilisation vous convaincra. Et si en plus vous enregistrez des touches sur la canne en fluoro que vous ne sentiez pas sur la canne en tresse, alors le verdict sera définitif. L'expérience personnelle est la meilleure des preuves. Pour finir cette partie, une petite confession. J'ai longtemps été un intégriste de la tresse. Pour moi, c'était tresse partout, tout le temps, pour tout. J'acceptais les contraintes de l'hiver en me disant que c'était normal, que ça faisait partie du jeu. Et puis, un matin de janvier, par -5, je pêchais à côté d'un vieil ami. Je passais mon temps à pester, à casser la glace de mes anneaux, à refaire un nœud après une perruque. Pendant ce temps, lui, avec son vieux moulinet garni de simple nylon, sortait tranquillement 1, puis 2, puis 3 cendres, calmement. Je lui ai demandé son secret. Il a souri et a juste tapoté son moulinet en disant « Mon fil ne gèle pas, c'est tout ». Ce jour-là, j'ai compris que mon obstination et mes certitudes m'avaient rendu aveugle. J'avais le matériel le plus moderne, mais le moins adapté. Voilà, on a fait le tour. Résumons rapidement. La tresse, à cause de sa structure, absorbe l'eau. En hiver, cette eau gèle, transformant votre ligne en un câble rigide. Conséquence,
glace dans les anneaux, bobine bloquée, distance de lancer ridicule, action du leurre ruinée et surtout, une perte quasi totale de sensibilité. Le plus gros retournement de situation, le voilà. L'outil que vous avez choisi pour sa sensibilité extrême devient, par temps de gel, le pire transmetteur d'informations qui soit. Votre plus grand allié devient votre pire ennemi. Comprendre ça, c'est la clé. C'est ce qui peut transformer une série de capots hivernaux en journées de pêche mémorables. Il ne s'agit pas de jeter vos tresses, mais de savoir quand ne pas les utiliser et d'adapter votre système à 100% aux conditions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et surtout, à partager votre avis. Alors, la question finale est pour vous. Après avoir entendu tout ça, allez-vous donner une chance au nylon ou au fluorocarbone cet hiver ou resterez-vous un fidèle de la tresse quoi qu'il arrive? J'ai vraiment hâte de lire vos arguments et vos expériences dans les commentaires. Allez, à la prochaine!